Et merci à vous qui êtes connectés aujourd'hui. Nous sommes en plein milieu de journée ici et je pense que c'est le matin encore pour ceux qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique. Et il est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo live. Et quand je le fais d'ailleurs, ce n'est pas à des heures comme celle-ci. Mais la décision de faire ce live en fait vient d'un coup de tête. Et étant donné que je suis une personne très impulsive qui répond beaucoup plus à mes pulsions qu'à autre chose, je me suis dit pourquoi attendre avant d'exprimer mon ras-le-bol, pourquoi attendre avant d'exprimer ma colère, pourquoi attendre avant de parler d'un sujet qui me ronge, qui me dérange, qui du jour le jour continue de me prouver que le combat que nous menons fait face à des difficultés inavouées, et fait face à des multitudes de couches que plus on creuse en fait, plus on trouve une couche derrière. Alors je me dis bon, je vais faire ce live et ceux qui sont connectés, on pourra aborder le sujet, et ceux qui ne le sont pas, nous prendrons ensuite en cours de route ou après, on aura encore l'occasion d'évoquer ce sujet. Alors le titre de ce live, c'est la colonisation de la société civile africaine. Et bon, en fait, c'est d'abord avant d'aborder le sujet, je souhaiterais essayer de définir en fait la société civile. Et il faut dire que même les plus grands sociologues de ce monde ont du mal à trouver une définition à la société civile, car elle est en quelque sorte un fourre-tout. Mais tout du moins, les gens sont d'accord que la société civile, c'est l'ensemble des organes non étatiques, des groupements citoyens, que ce soit les ONG, que ce soit, comment les appelle-t-on encore, les syndicats, que ce soit les mouvements étudiantins ou de jeunes, etc., qui sont regroupés pour observer en quelque sorte les actions de l'État, qui essayent en fait d'assurer la bonne gouvernance et essayent d'assurer en quelque sorte un contrôle vis-à-vis de la façon dont les pays sont gérés. Et ce sont aussi des entités, on doit d'abord s'entendre que ce ne sont pas des entités à caractère à but lucratif, voilà, à but lucratif. Donc ce sont des entités à but non lucratif, mais qui ne sont pas non plus des entités étatiques, mais qui s'impliquent dans la chose sociale et politique et qui essayent de pousser les États à tenir leurs promesses vis-à-vis des populations ou à s'assurer que les pouvoirs publics n'abusent pas de leur pouvoir et de leurs prérogatives. Alors, si on s'entend sur cette définition plus ou moins générale de la société civile, on a idée en fait de ce qu'est la société civile. Les syndicats, les ONG, les mouvements citoyens, les regroupements, les amicales, etc. Alors, quand je parle de la colonisation de la société civile, l'on me demandera quand est-ce que cela a commencé, parce que nous avons vécu dans une Afrique où la société civile n'a eu le droit d'exister que très récemment dans la plupart des pays. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sous l'époque coloniale, les Africains n'avaient pas le droit de s'organiser en partie civile pour revendiquer leurs droits. Et quand cela a été accepté dans la période post-Seconde Guerre mondiale, l'on a vu les résultats avec les Africains qui ont commencé par former des entités exigeant leur libération du joug colonial et lutter pour leurs indépendances. Alors, à la période post-indépendance, où nos pays se sont vus reconquis en quelque sorte par les néocolons ou les commis de nos puissances coloniales, les partis uniques ont été instaurés où les citoyens n'avaient pas le droit de s'organiser en dehors du parti du président de la République.
Et au Togo, comme ailleurs, dans d'autres pays de la sous-région, cela n'a changé qu'à partir des années 90, quand les citoyens se sont levés pour exiger en fait le multipartisme, le droit de se former en syndicat, le droit de créer des organes de la société civile, des organes défendant les droits de l'homme, le droit même de créer des médias privés, parce que dans beaucoup de pays, les médias privés étaient également interdits. Ce n'est qu'à partir de là que nous avons vu les sociétés civiles s'implanter en Afrique. Et cela fait pratiquement 30 ans que nous vivons dans des pays où nous avons des organes civiques créés par les citoyens qui ont pour objectif en fait d'aider les populations à rentrer dans leurs droits ou à faire respecter leurs droits par les États, ou de pousser les États à respecter les droits des citoyens, à respecter leurs engagements vis-à-vis des citoyens et à assurer le bien-être et la protection des citoyens. Mais depuis 30 ans que ces sociétés civiles existent, dans le cas du Togo comme ailleurs, on se rend compte que ces sociétés civiles sont limitées, extrêmement limitées dans le travail qu'ils font. Et des fois, on se demande si elles existent d'ailleurs, parce que certes, on les voit des fois organiser des conférences de presse ou organiser des ateliers par-ci et là, mais l'on ne sent pas vraiment leur présence dans le sens où, quand on voit les régimes abuser de leur pouvoir, quand on voit les régimes brimer les populations, on se rend compte que c'est du bout des lèvres que la plupart de ces organes condamnent, et d'ailleurs s'ils le font, les agissements des États. Et on voit même dans certains cas les organes dits de la société civile se ranger carrément, s'aligner carrément du côté des États contre les citoyens, et on se demande où va le monde. Certes, dans beaucoup de pays, comme c'est le cas au Togo d'ailleurs, les États ont financé une pléthore d'organisations dites de la société civile, mais qui ne sont en réalité que des organisations satellites en fait au régime au pouvoir. Et leur objectif en fait, c'est qu'on les envoie dans les institutions étrangères, donner de bonnes notes à l'État en disant que bon voilà, dans le secteur des droits des enfants, le Togo a fait telle réforme, dans le secteur des droits des handicapés, le Togo a produit ceci et cela. Mais quand il est question des réels problèmes politiques, quand on parle des questions constitutionnelles, quand on parle des questions des droits civiques, des libertés civiles, à savoir la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de la presse, le droit de choisir son dirigeant, ce sont des sociétés civiles qui s'effacent pour la plupart. Et il faudrait se demander pourquoi. Je vais parler... la raison pour laquelle je souhaiterais parler de ce sujet, c'est parce que je suis en fait très peinée de voir la situation qui prévaut dans la plupart des pays africains, où nous sommes roulés constamment dans la farine, trempés dans le beurre, et puis frits, et puis nous sommes toujours croustillants, pensant que nous sommes en train de militer, mais en réalité, nous sommes en train de tourner en bourrique en fait, et on nous tourne en bourrique. Vous allez remarquer que d'abord, les sociétés civiles africaines dépendent quasi entièrement des financements occidentaux. Quasi entièrement. Et par quasi entièrement, je veux dire à plus de 90% des ressources sur lesquelles ces sociétés civiles s'appuient pour exercer leurs fonctions, ce sont des ressources qui viennent de l'Occident. Et ce serait un leurre de notre part, nous les Africains qui avions été colonisés pendant des décennies, qui avons subi l'esclavagisme occidental pendant des siècles, de penser que du jour au lendemain, l'Occident a de bonnes intentions envers nous et qu'elle va débloquer comme ça gaillardement des centaines de millions dans nos sociétés civiles pour nous apprendre à revendiquer nos droits. Mais qu'est-ce que sont nos droits? Nous revendiquons nos droits de qui? Nous revendiquons nos droits des personnes qu'ils ont mis au pouvoir pour nous contrôler afin de s'assurer qu'ils continuent à exploiter nos terres, à exploiter nos ressources de façon impunie, sans être dérangés. Alors,
la source de financement de la société civile africaine détermine le comportement de cette société civile. Vous savez, en Afrique, les personnes qui militent pour le changement, et par là je veux parler pas seulement du changement des dirigeants, mais du changement du système, sont exclus de toutes les entités qui profitent du système et qui profitent au système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des gens qui sont exclus des postes gouvernementaux, si on peut le dire ainsi, parce que je perds mon latin. Ce sont des gens aussi qui sont exclus des institutions et organismes internationaux. Ce sont des gens qui sont exclus même des sociétés civiles dites de notre pays. Et comment est-ce que l'exclusion se fait? L'exclusion se fait de façon subtile. Souvent, on a tendance à penser que les personnes qui trahissent la lutte, les gens qui ont saboté le combat, les gens qui sont les ennemis, les vendus, ce sont uniquement les personnes que l'on retrouve en cravate à la télé, en train de soutenir les régimes au pouvoir ou en train de défendre la France et les politiques françaises vis-à-vis de l'Afrique, etc. Mais il y a à côté, parmi nous, dans le cercle de ceux qui se réclament comme opposants, des personnes qui s'identifient comme opposants, mais qui se comportent exactement comme ceux qui sont de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés, ils sont formés par les mêmes personnes qui financent et qui forment nos ennemis, c'est-à-dire les régimes au pouvoir, les partis au pouvoir qui sont là depuis des décennies, ne veulent pas partir. Alors, la société civile africaine d'abord, elle est imbécilisée. Dans le sens où vous vivez dans un pays, c'est vous qui connaissez vos réalités, c'est vous qui connaissez vos problèmes, c'est vous qui savez quelles sont les aspirations de vos populations. Mais vous aurez des blancs assis à des milliers de kilomètres de vous qui arrivent avec des financements qui disent, bon voilà, nous allons financer votre ONG, mais à telles conditions. Il y a des choses que vous ne devez pas dire. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne pouvez pas dire par exemple Fort Masgo, parce que si vous dites de Fort Masgo, bon voilà, ça paraît trop radical, et puis ce serait comme si nous finançons une organisation pour faire tomber un gouvernement. Nous ne sommes pas dans ça. Même si nous vous soutenons, même si nous savons que c'est ce que vous voulez, ne dites pas Fort Masgo, ne dites pas Alassane Ouattara doit partir, ne dites pas Ali Bongo dégage, dites Gabon nouveau, Togo d'après, Côte d'Ivoire de demain. Dites tous pour la patrie, citoyens unis, mais tous les termes qui ne porteront pas à croire en fait que vous voulez la fin du régime. Parce qu'on ne voudrait pas qu'on dise qu'on se mêle de la politique intérieure, on s'immisce dans la politique intérieure de tel ou tel pays. Mais en réalité, ils s'immiscent. Parce que déjà que les gens s'organisent pour changer le courant politique dans leur pays et vous venez dire que vous voulez les appuyer, vous vous immiscez. Mais venir vous immiscer en essayant d'assouplir ou de changer radicalement le langage des gens, les actions des gens, essayer de les policer, de réduire leur hargne, quand vous savez pertinemment que c'est grâce à cette hargne-là qu'ils arrivent à mobiliser, qu'ils arrivent à faire avancer les choses, c'est que vous travaillez contre eux et vous travaillez pour les intérêts des oppresseurs. Alors ces organes viennent avec les financements et ensuite ils vous disent, bon voilà, l'argent on vous donne 50 millions, mais les 50 millions ne peuvent pas faire A, B, C, D. Les 50 millions peuvent servir à acheter des billets pour parler, à partir à Paris ou à Genève ou à New York pour parler des droits de l'homme au Togo. Les 50 millions peuvent servir à louer des salles de conférence dans les hôtels les plus chers, à Sheraton à Abuja ou bien à Hilton à Johannesburg, pour parler de la misère des Congolais. Les 50 millions peuvent servir à payer les perdièmes des personnes qui participent à ces réunions, mais les 50 millions ne peuvent pas servir à imprimer des pancartes pour exiger le départ du président qui tue ces populations depuis 50 ans. Les 50 millions ne peuvent pas servir à imprimer des t-shirts pour revendiquer ou à organiser des manifestations pour dénoncer les crimes commis par les dirigeants. Les 50 millions ne peuvent pas servir
à réclamer la vérité des urnes, à réclamer des élections libres et transparentes et à exiger qu'un chef d'État qui a volé les élections, qui a fraudé les élections, quitte le pouvoir. Ils vous disent carrément qu'ils ne peuvent pas être partisans, qu'il leur faut rester neutre, quand ils savent très bien que la neutralité n'est pas de règle dans une situation défavorable, où les gens sont opprimés, où les gens sont exploités. Et quand dans cette situation, quelqu'un choisit de rester neutre, c'est que la personne aurait choisi le camp de l'oppresseur. Alors ce sont des gens qui viennent, qui cooptent la société civile avec des règles et des garde-fous et leur empêchent en fait de s'opposer comme ils doivent s'opposer vis-à-vis des États. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les institutions dites régionales, internationales, qui œuvrent pour le maintien de la sécurité, de la paix et pour le développement. Et là encore, on emploie des Africains. Mais la règle pour tout Africain qui commence à travailler pour ces institutions, c'est de ne plus s'impliquer dans la politique, surtout encore moins de leur pays. Alors on vous prend à la Banque mondiale, en contrepartie, vous la fermez. Même si on tue les citoyens dans votre pays, vous ne critiquez pas l'État. Parce que bon voilà, ça pourrait créer un conflit diplomatique. On vous prend au FMI, c'est pareil. On vous prend aux Nations Unies, c'est pareil. On vous prend à l'Union africaine, c'est pareil. On vous prend à la CEDEAO, c'est pareil. Et j'en passe. Mais au même moment, ces institutions qui empêchent à ces Africains de s'exprimer sur les questions clés de gouvernance dans leur pays n'appliquent pas la même règle quand il est question de leur propre pays. Moi, j'ai vu des Américains travaillant dans des institutions internationales telles que les Nations Unies s'offusquer et manifester leur courroux quand ces sauvages ont pris d'assaut le Capitole. Mais si un Africain qui travaille aux mêmes Nations Unies, qui a un poste aux mêmes Nations Unies, critique ce même type de comportement de la part des chefs d'État africains, on lui dira qu'il n'a pas sa place là-bas. Du genre, quand tu es noir, tu viens, tu te tais. C'est-à-dire que la liberté d'expression, qui est la base même de la démocratie, elle est vendue comme un concept étranger à l'Africain. Du genre, bon, vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Donc, quand on est africain, il faut essayer de ne pas dire certaines choses. Vos chefs de l'État ne vont pas aimer. Parce qu'ils savent que les chefs d'État travaillent pour eux. Alors, d'un côté, ces personnes tiennent nos chefs d'État sous leur laisse. De l'autre côté, ils tiennent la société civile sous leur laisse. Et aussi ceux qui même sont supposés jouer les médiateurs entre les deux, à savoir les institutions dites régionales et sous-régionales, vers qui nous accourons à chaque fois que nous avons des problèmes. Ces gens-là aussi, ils les tiennent parce que ce sont eux qui les financent. Alors vous verrez, des gens qui étaient peut-être animés et souvent animés de bonnes intentions, venir changer leur discours pour plaire à ces organisations. Moi, je me rappelle quand j'étais rentrée en Afrique, il y a plusieurs années de cela, il y avait une institution dont le directeur m'avait invité, un réseau d'ONG qui me dit: on voudrait bien que tu sois notre ambassadrice, mais Farida, il faudrait que tu revoies ton langage parce que ton langage risque de ne pas plaire à nos donateurs. Je me dis: mais moi, je m'en fous de vos donateurs. Est-ce que ce sont vos donateurs qui m'ont mise à l'école? Est-ce que ce sont vos donateurs qui ont financé mes études? Et même s'ils l'avaient financé, est-ce que je leur dois quelque chose? Est-ce que je travaille pour eux? Est-ce que mon militantisme est pour eux? Vous savez, dans ce combat que l'on essaye de mener pour libérer l'Afrique des mains des colonisateurs, parce qu'ils sont toujours là, c'est très facile d'oublier l'objectif de son travail une fois que l'on commence à être invité dans ces espaces. D'abord, ce sont des gens qui viennent dans nos pays et qui identifient ce qu'ils appellent les élites, les gens les plus brillants. Et les gens les plus brillants, c'est relatif, c'est en fonction des opportunités qu'ils ont eues, en fonction de l'entourage dans lequel ils ont grandi, des écoles dans lesquelles ils ont étudié, etc. Alors, les personnes qui ont échappé à la pauvreté intellectuelle qu'on impose à la masse, on les enlève, on les emmène dans les écoles internationales où on les forme à devenir des travailleurs du système. Ensuite, on les place dans les institutions étrangères par-ci et là. Maintenant, dans le reste de la marmaille, là,
dans le reste, dans tous ceux qui sont restés derrière, les quelques-uns maintenant qui arrivent à se faire remarquer parce qu'ils ont trop ils ont le sang qui chauffe, ils sont trop déterminés, ils se sont auto-cultivés et ont compris le système. On va vers eux maintenant et on leur dit, bon, viens travailler pour nous, ou bien crée ta structure et on te donne des financements pour que tu puisses faire ton travail. Ah, tu luttes pour la démocratie. Ça, c'est une très bonne chose. Nous sommes des démocrates. Nous aimons la démocratie. Nous soutenons la démocratie. Nous allons vous donner de l'argent pour lutter pour la démocratie. Mais pour avoir cet argent, il ne faut plus faire ABCD. Et une fois que vous aurez eu cet argent, vous ne pouvez pas faire ABCD. Et quand vous regardez, en fait, vous vous rendez compte que le ABCD qu'ils ont enlevé de vos actions, des possibilités d'action que vous puissiez avoir, vous n'avez rien. Vous n'avez que de la paperasse. Alors vous allez donc voir des gens qui militaient pour la démocratie, quitter carrément ce terrain de militantisme et devenir des personnes qui écrivent des rapports sur ce pourquoi la démocratie est importante. Vous allez voir des gens qui militaient par exemple pour plus de terres pour des paysans, pour une meilleure redistribution de la terre, devenir des agents dans les ONG qui écrivent des rapports sur ce pourquoi c'est bon de cultiver la terre. Eux-mêmes, ils ne cultivent plus. Ils écrivent les papiers sur l'agriculture. Eux-mêmes, ils ne cultivent plus. Eux-mêmes, ils ne luttent plus. Ils écrivent les papiers sur ceux qui luttent. Ils rédigent des rapports, et des rapports, et des rapports qui demeurent toujours, qui finissent toujours ou dans la poubelle ou dans la corbeille électronique des personnes qui disent être là pour réguler ces institutions. Vous avez des plaintes vis-à-vis de votre État. Ben voyez-vous, la rue, ce n'est pas la solution. Il faut aller dans les instances internationales pour les challenger. Et beaucoup de personnes, dont moi y compris à un moment donné, tombent dans le piège en pensant en fait que ce sont des personnes qui sont animées de bonnes intentions, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Et même si leur objectif principal pour ces intermédiaires qui approchent les militants africains n'est pas forcément de détruire leur combat, l'objectif à long terme, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés pour affaiblir les espaces citoyens. Pour affaiblir les espaces citoyens. Alors, on crée une centaine d'ateliers de formation dont la plupart de ces ateliers de formation visent en fait à vous déposséder de votre authenticité. Alors ce citoyen rebelle que vous étiez, qui était prêt à affronter les balles s'il le faut pour faire tomber ces régimes oppresseurs, vous devenez un citoyen en cravate et en chemise qui raconte ce qu'ils veulent entendre. Et ces gens-ci vous invitent même dans leur espace. Ils ne vous permettent pas de vous exprimer comme vous le voulez. Ils vous disent ce sur quoi vous devez parler, comment vous devez parler. Quand vous écrivez un papier, c'est à eux de le relire, de l'éditer, d'enlever les parties qu'ils jugent. Bon, ça c'est un peu trop fort, ça c'est un peu trop radical, ça c'est un peu trop brut, ça c'est un peu trop conflictuel. Ils enlèvent toutes les parties qui sont importantes. Et maintenant, vous avez des squelettes dans vos mains, c'est ça que vous avez présenté. Et c'est comme ça que la société civile africaine est roulée dans le beurre et la farine. Et on nous prend pour des imbéciles. Et les gens perdent l'essence même de leur combat. Vous allez voir des militants qui ont bien commencé, qui étaient très engagés, qui travaillaient avec les masses, qui travaillaient avec les gens sans avoir besoin d'un franc. Du jour au lendemain, ce sont des personnes qui se retrouvent à rédiger les paperasses, parce qu'on veut vous neutraliser. Et l'argent qui est investi dans notre société civile vise à faire cela. Et ce qui est drôle, c'est que très souvent, la façon dont comment est-ce que je le dirais, cette récupération est faite est tellement subtile que les personnes qui en sont victimes ne s'en rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont en train d'être manipulés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'être utilisés. D'ailleurs, ils se croient chanceux parce que bon, maintenant tu travailles pour une institution de ce genre, tu as les honneurs, tu as les titres, on te fait croire que tu es la crème des crèmes et que les autres ce sont des imbéciles ou des idiots. Et c'est toi qu'on invite pour parler dans certains espaces quand on sait très bien que ton discours est nul et ne sert à rien. Et on
t'offre un salaire que tu n'aurais peut-être jamais imaginé toucher. D'ailleurs, les perdièmes même dépassent les salaires des fonctionnaires de chez toi. Et tu penses que c'est toi qui vis. Et ce qui est drôle, c'est que vous verrez ces gens-là maintenant dans ces instances être les mêmes personnes qui mettent la pression sur les militants qui sont restés sur le terrain en leur disant « Bon, contrôle ton langage, ce que tu dis c'est un peu trop fort. Si tu parles, ce n'est pas avec le radicalisme qu'on fait la politique. » Quand les gens qui nous exploitent nous exploitent avec radicalisme. Ils nous exploitent avec radicalisme. Et les gens là se disent quand même ne pas faire partir du système. Mais ils ne savent pas que ce sont eux qui huilent le système. Parce que ceux que nous voyons, ce sont seulement nos chefs de l'État et puis les petits commis, les petits voleurs dont ils se sont entourés comme petits ministres à gauche et à droite. Ce sont eux que nous voyons. Et nous pensons que voilà, nos ennemis se résument à ces gens. Mais en réalité, nos ennemis, ce sont ceux qui huilent le système, engraissent le système en nous faisant croire qu'ils sont avec nous dans la société civile, mais en réalité travaillent pour nos oppresseurs, travaillent pour nos ennemis. Et notre naïveté nous pousse même à les envoyer dans les pourparlers nous représenter. Ah bon, voilà, telle personne, il est le président de telle ONG qui lutte pour les droits de l'homme, on va l'envoyer parler pour nous. Mais il va aller dire quoi pour vous? Il va aller dire ce que les gens veulent qu'il dise et non ce que vous voulez qu'il dise. Ces gens viendront vous dire que vous êtes les mêmes, pendant que eux, ils sont assis à la table en train de manger le plat de l'oppression, en train de manger le plat préparé par le colon. Alors c'est comme si du genre, et ils vous diront qu'ils ne sont pas les mêmes avec ceux qui sont au pouvoir. Nous voulons prendre le pouvoir de façon subtile. Mais de quelle subtilité part-on? Dans quel pays, dites-nous, la subtilité ou bien la façon modérée dont il parle là a conduit à faire écrouler des systèmes coloniaux, des systèmes d'oppression ancrés depuis des décennies? C'est à croire que nos oppresseurs sont des imbéciles et qu'ils ne connaissent pas leur jeu. Ils le maîtrisent très bien d'ailleurs. C'est ce qui leur a permis de coloniser le monde entier. Ils sont très pertinents dans leur travail. Alors, vous verrez des gens venir en fait, tenir des discours en vous disant qu'ils sont modérés, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont été policés. Et eux-mêmes ne sont pas conscients de cela. Moi, j'ai eu des camarades de lutte qui m'ont écrit après pour me dire que « Ah Farida, maintenant moi je travaille pour la Banque mondiale, donc je ne peux plus en fait vous soutenir comme avant, je ne peux plus participer, mais derrière je vous soutiens quand même. Si vous avez peut-être besoin d'aide, je peux toujours contribuer de l'argent. » Donc c'est comme si du genre, certains restent au soleil, c'est eux qui labourent la terre, c'est eux qui travaillent. Vous êtes assis dans le climatiseur, vous mangez. Et maintenant, quand vous sortez de là-bas, vous leur dites que bon, voilà, bon, même pendant que je mangeais, je pensais à toi. D'ailleurs, je t'ai apporté une partie de mon dessert. Donc, on vous soutient. Prenez le dessert et travaillez avec. Mais nous sommes derrière vous. Nous avons tous le même combat. Mais c'est faux, on n'a pas le même combat. Pensez que la traîtrise se limite à travailler pour les régimes au pouvoir, c'est faux. Ils sont tous des complices. Ce sont les gencives du même diable. Nos sociétés civiles travaillent pour les puissances étrangères au même titre que nos dirigeants. Et de la même manière que certains de nos dirigeants, dans beaucoup de cas, des fois ils sont déçus, choqués, embêtés par certaines propositions politiques des institutions étrangères. Mais ils n'arrivent pas à parler parce qu'eux aussi ne veulent pas perdre leurs gains. C'est de la même manière que ces sociétés civiles aussi sont muselées. Alors vous allez voir la Banque mondiale proposer un programme bidon. Nos États savent que ça va causer la famine, ça va causer la souffrance de nos peuples. Mais ils ne peuvent pas parler parce que bon voilà, c'est la France qui nous a mis là-bas, c'est la Banque mondiale, on ne peut pas parler. Et on leur dit, et pour pouvoir faire fonctionner les choses, même nos États, ce sont les mêmes institutions qui leur font réduire leurs dépenses. Et on leur fait réduire toutes les dépenses qui sont vitales à nos nations. On dit, réduisez le budget de l'éducation, réduisez le budget de la santé, réduisez le budget sur l'assainissement, réduisez le budget sur l'accès à l'eau, réduisez le budget à la société civile, parce que l'État n'a pas d'argent. Mais en retour, bon, si vous réduisez, nous allons venir vous aider. Nous allons envoyer des organes de développement
nous leur donnerons des financements et ils viendront construire un puits dans votre village, ils vont construire des écoles dans vos villages, ils vont financer les ONG et comme cela, vos populations ne vont pas trop souffrir. Nous allons offrir des soins palliatifs. Mais pourquoi? C'est pour nous empêcher d'avoir une certaine indépendance sur tous les plans, économiques, intellectuels. De la même façon, c'est de cette façon-là que nos États ne donnent rien maintenant à nos écoles, à nos services de santé. Et maintenant, les gens qui s'organisent dans la société civile aussi, on les coopte. C'est ainsi que vous allez voir des fonctionnaires qui disent lutter pour leurs droits, mais dire, nous, on n'est pas dans la politique. Hein. On milite juste pour une amélioration de leur salaire. Comme si c'était les fantômes dans leur village qui allaient changer leur salaire. Si ce n'est pas la politique qui le fera. C'est ainsi que vous allez voir des gens vous dire, nous on ne prend pas parti parce que nous travaillons pour un organisme international. Mais cet organisme international qui dit dans sa mission lutter contre la pauvreté, lutter contre l'inégalité, viendra vous dire que vous ne pouvez pas prendre position sur des gens qui perpètrent l'inégalité et qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Ce n'est pas parce que eux tous ne sont pas assis à la même table qu'ils ne mangent pas le même menu. Ah oui, le restaurant de la colonisation est grand et ils sont tous servis par le colon. C'est le colon qui prépare ce qu'ils doivent manger. C'est le colon qui décide de l'entrée, du pas de résistance et même du dessert. Alors le fait que certains opèrent dans les entités étatiques et d'autres opèrent dans les organes dits de la société civile ou d'autres encore opèrent dans les institutions dites multilatérales et internationales, ça ne change pas le fait que tous travaillent ensemble pour assujettir leur pays. Et le plus sidérant dans cette affaire, et moi c'est ce qui m'enrage le plus, c'est que ces mêmes personnes-là, qui pendant que les autres étaient au front, résistaient à la tentation de se faire coopter par ces organes, disent non, parce qu'ils tiennent à leurs convictions et à leurs valeurs et leurs principes. Ils veulent rester fidèles à leurs convictions. Les gens qui ont résisté pendant des décennies, quand le moment viendra maintenant, parce qu'ils ont réussi finalement à faire tomber une manche de la colonisation, c'est-à-dire le chef de l'État ou bien le régime au pouvoir, les personnes là qui aidaient ce chef de l'État là à rester au pouvoir en travaillant pour les institutions satellites à ce chef de l'État, viendront se présenter maintenant comme alternative. Ouais, c'est nous qui avons l'expérience, c'est nous qui avons travaillé au PNUD, c'est nous qui avons travaillé à l'OIF, c'est nous qui avons travaillé pour la Banque mondiale, c'est nous qui avons travaillé pour les Nations Unies, c'est nous qui avons travaillé pour la CEDEAO, nous avons de l'expérience, nous avons un carnet d'adresses, nous avons de l'expertise, donc c'est nous qui méritons de diriger. Les autres cultivent la terre pendant que vous vous rédigez des papiers sur la terre, et maintenant c'est vous qui voulez manger à leur place. Et en fin de compte, le peuple perd ou perd. C'est-à-dire que les Blancs étaient tellement subtils dans la façon dont ils nous dominent qu'ils se sont assurés qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C. Bon, on met un sauvage à la tête du pays, comme Eyadema, mais si les Togolais résistent, on coopte la société civile, on lui donne des financements pour affaiblir le combat des Togolais. Mais si malgré ça, les Togolais finissent par enchantement à dénouer le système et à faire tomber Eyadema, bon quand même, c'est quand même quelqu'un que nous avons coopté, qui est leader de la société civile ou leader d'une institution que nous avons créée qui est bidon. C'est lui qui remplacera Eyadema. Donc, dans toutes les façons, eux, ils sont à l'aise. Et ils ne se gênent pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si Ali Bongo tombe, nous allons mettre Paul Bongo. Si Ifo Nyasimbe tombe, nous allons mettre Kofi Nyasimbe. C'est comme ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont des alternatives. Et nous ne connaissons pas nos alternatives. Nous n'en avons même pas. C'est pas que nous ne les connaissons pas. Nous n'en avons même pas. Et on pense bêtement que ces gens, ce sont nos alliés. Parce qu'on ne les voit pas en uniforme de parti politique. On pense que ce sont nos camarades de lutte. On pense que ce sont nos confrères.
Alors moi, je souhaiterais attirer l'attention des militants africains, des gens qui croient véritablement à la liberté de l'Afrique. Et je parle de la liberté tout entière, de la liberté des puissances étrangères qui contrôlent toutes nos ressources, des gens qui croient en cette liberté-là. Sachez qui vous fréquentez. Ne laissez pas les gens vous arracher votre authenticité. Ne permettez pas aux gens de polisser votre langage, de vous dire, bon, quand vous allez ici, il y a ça qu'on ne dit pas. Bon, il y a telle activité que vous ne pouvez plus faire. Organisez un atelier, organisez une conférence de presse. C'est comme ça qu'on lutte. Ne faites pas de bruit, ne vous faites pas remarquer. Faites attention à ces personnes-là, parce que ces personnes sont en mission commandée. Ce sont des gens qu'on paye pour vous empêcher de lutter et qui donnent l'impression qu'ils sont vos alliés. Mais en fait, ce sont eux les véritables ennemis. Ils sont pires que ceux qui sont devant nous. Vous savez, moi, ce qui me fait mal quand je regarde nos pays, notamment un pays comme le Togo, ce qui me cœure, c'est que quand nos grands-parents ont eu l'audace de demander les indépendances, la France s'est promise de nous la faire payer, cette audace. La France s'est promise de nous la faire payer. En quoi faisant? La France s'est dite, vous voulez votre indépendance, non? Vous êtes partis aux Nations Unies, convoquez-nous la France là-bas pour exiger vos indépendances, non? Vous allez voir. Nous allons mettre à la tête de votre pays quelqu'un qui va vous malmener, va vous exploiter, va vous opprimer et vous fera vivre des choses pires que ce que nous avons fait vécu. Tellement vous allez souffrir sous ces gens-là que vous-même vous reviendrez nous supplier de revenir. C'est ce que la France s'est promise et la France l'a fait. Ce n'est pas par coïncidence quand nous regardons les déroulements politiques dans nos pays. Ce n'est pas de la coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence en politique. Tout a été planifié. La France s'est promise de nous faire payer notre audace et elle nous le fait payer. Parmi tous ceux qu'ils auraient pu choisir pour remplacer leur commis, ils ont choisi le plus analphabète. Ils l'ont forgé dans la sauvagerie. Ils l'ont renforcé, ils lui ont donné les ressources matérielles, militaires pour nous mater, nous mettre au pas. Les intellectuels togolais ont été arrêtés, exécutés, chassés en exil. Et maintenant, nos jeunes, ils les ont pris, les ont formés en France, les ont formatés en pensant que nous ne pouvons que survivre grâce à la France. Et ces jeunes reviennent maintenant nous dire que, ah, si vous voulez que les Ayasimbe partent, il faut faire avec la France, hein? Bon, la France, elle est trop forte. Donc, on retourne vers la France. Chère France, notre maman adorée, c'est Dieu même qui t'a mis sur notre chemin. Sans toi, on ne peut pas être indépendant. Aidez-nous à chasser les dictateurs. Nous vous promettons que quand nous serons au pouvoir, vous pouvez voler comme vous voudrez. Vous pouvez prendre nos minerais, vous pouvez prendre notre port. Si vous le voulez, même le soleil du Togo, arrachez-le, mettez-le à Paris. Parce que nous sommes fatigués de Nyasimbe. Pardon, France, pardon, aidez-nous. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Hein. Et ceci est valable pour presque toutes les colonies françaises en Afrique. C'est ce que nous faisons. Tellement on nous a matés, tellement on nous a exploités, tellement on nous a coincés, que dans cette douleur, les gens sont prêts à accepter à nouveau le retour de la France. Et maintenant, ce sont nous qui supplions. Nous prenons nos pays comme ça et nous allons vers la France. France, prends-nous. Ah oh là, prends-nous là. France, on veut être ta colonie là. Fais ce que tu veux. Et la France a réalisé sa promesse. La France a réalisé sa promesse. Mais la jeunesse africaine ne s'en rend pas compte. Les gens pensent que leur situation s'améliorera. Et moi, ce qui m'amuse surtout, c'est que les personnes qui pensent qu'il faut négocier avec la France pour reposséder nos pays, ils pensent que la France, un pays qui ne produit que le lait là, et le fromage, et encore quel fromage, mais qui a réussi à coloniser la moitié de ce continent,
Eux, ils pensent que c'est dans leur village où ils ont passé toute leur vie à lire Voltaire et Corneille, que même les voisins de la France, l'Angleterre ne connaissent pas. Ils pensent que ce sont eux qui peuvent être plus rusés que la France. Et ils disent, ils débitent des âneries du genre, oui, négocions avec la France, une fois que nous serons au pouvoir, nous allons lui régler les comptes. Non, faisons semblant, donnons l'impression à la France que nous l'aimons, quoi. Mais vous pensez que la France est bête? Vous pensez que la France ne sait pas que c'est votre intention? Si vraiment elle l'est, parce que vous, la façon dont vous êtes prêt à baisser vos pantalons devant la France, là, je ne pense même pas que vous aurez le courage de lui résister. Mais si encore par miracle, par impossible, vous avez ce courage, vous pensez que la France est bête. Mais dites-moi pourquoi la France changerait ses communes. On dit qu'on ne remplace pas une équipe qui gagne. La France vous a dit qu'elle perd quelque chose avec Fonia Simbe ou avec Ali Bongo ou avec Paul Biya. La France ne perd rien avec eux. Elle gagne et elle gagne. D'ailleurs, elle gagne même plus que ce qu'elle avait imaginé gagner. Quelqu'un si tu embauches un employé pour te ramener de l'argent, te faire du profit, tu dis à ton employé, ton objectif c'est de me faire 1 million de profit et l'employé te fait 10 millions, tu vas le renvoyer pourquoi? Non mais pour le renvoyer, il faut que tu sois imbécile. Tu vas le renvoyer pourquoi? Nos régimes au pouvoir ne leur donnent pas que ce qu'ils veulent. Ils leur donnent plus que ce qu'ils veulent. Ils leur donnent plus, bien au-delà de cela. Vous avez leur argent, vous avez leur minerai, vous avez leur soumission. Parce que dès que la France dit debout, eux tous se lèvent. Vous avez leur soumission. Et des employés fidèles comme ça, vous allez les remplacer parce que des plaisantais viennent vous dire que bon, on vous donne des garanties, si vous nous mettez là-bas, nous aussi on fera comme eux. Mais la France n'est pas bête, elle ne les changera jamais. Et plus tôt nous réaliserons que les courbettes que nous faisons à la France pour la pousser à nous adopter comme ses nouveaux serviteurs, plutôt nous arrêterons ces courbettes-là et concentrerons nos efforts sur le véritable combat. Nous allons continuer par perdre du temps. Parce que la France ne changera jamais ceux qu'elle a mis au pouvoir. Et si la France devait se sentir obligée de changer ceux qu'elle a mis au pouvoir, c'est par accident. Mais ils s'assurent que celui qu'ils prennent, ils ont le pouvoir de le contrôler. Ils vont chercher des choses sur toi. Ils ne laissent pas n'importe qui arriver par hasard. Des choses qui leur permettent de vous faire chanter. Alors dès que vous voyez un candidat que la France adule, ce n'est pas que c'est seulement un candidat qui est bon à servir la France, c'est que c'est un candidat à qui la France peut faire chanter. Si tu ne fais pas ce que nous voulons, nous allons te faire ABCD. Si tu ne fais pas ce que nous voulons, nous allons t'exposer. Nous allons exposer tes magouilles, nous allons exposer tes fraudes, nous allons exposer tes faux diplômes, nous allons exposer tes maîtresses, nous allons exposer l'argent que tu caches dans les paradis fiscaux. Ils ont des garanties. Et les garanties dont ils ont besoin pour mettre quelqu'un au pouvoir, ce sont des garanties qui sont dangereuses pour nous. Des garanties qui assurent la continuité de notre oppression. Et alors au final, on aurait fait ce combat pourquoi? On aurait fait tous ces sacrifices pourquoi? Pour remplacer Paul par Pierre. Pour remplacer la lune par le soleil. L'un brille le jour, l'autre brille la nuit. Et nous sommes là dans l'obscurité tout le temps. Non. Nous devons nous ressaisir. Nous devons comprendre que ce combat n'a pas de raccourci. Parce que si raccourci il y avait, ceux qui ont emprunté ces raccourcis depuis l'époque coloniale en se faisant appeler les progressistes, les gens qui veulent obtenir l'indépendance de façon progressive, ils seraient déjà arrivés à destination. Mais voyez donc, eux ils sont encore derrière nous-mêmes, pendant que nous sommes quelque part au moins à mi-chemin, eux ils sont toujours en train de chercher le raccourci. Au lieu de se mettre en marche avec les autres, c'est vrai que nous sommes loin du but final, mais nous avons quand même commencé à marcher. Mais eux, ils passent tout ce temps-là à chercher les raccourcis, chercher les raccourcis. Et ça fait 50 ans qu'ils ne trouvent pas encore ces raccourcis jusqu'aujourd'hui. Vous allez chercher les raccourcis jusqu'à quand? Et plus loin, s'ils se contentaient même de chercher les raccourcis, c'est mieux. Ils
passent leur temps à distraire les autres qui sont prêts à mener le combat jusqu'au bout. Vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous arrivez en milieu de chemin, les abrutis là vous disent, on a trouvé un chemin raccourci ici, venez. Vous courez là-bas, rien. Vous le prenez à zéro. Vous marchez, vous marchez, vous marchez, les abrutis vous disent encore, on a encore trouvé un raccourci, venez par ici, vous tournez encore, rien. Vous recommencez à zéro. C'est comme ça qu'ils passent leur temps à nous distraire. Et depuis, on n'arrive pas à venir à bout de ces régimes sanguinaires imposés par la métropole. Alors certes, ce live a commencé avec l'objectif, dans l'objectif principal d'aborder la façon dont les sociétés civiles africaines ont été cooptées, ont été instrumentalisées et servent les intérêts de nos oppresseurs. Mais cela m'a permis également de toucher d'autres aspects, de ce problème qui est complexe, de ce cercle qui est vicieux. Il faudrait que nous réalisons que ce combat est extrêmement multidimensionnaire. Il comporte des dimensions infinies. Mais dans ce combat, ce que le militant doit toujours se dire, ou ce dont le militant doit toujours se rappeler, c'est sa conviction. Moi je dis, si dans ce combat, j'arrive à ce stade où quelque chose me pousse à aller contre ma conviction, j'abandonne. Ça ne sert à rien. Je préfère mourir que de me soumettre. Je ne me soumettrai jamais. Jamais. Je ne me soumettrai pas. Et la soumission ne constitue pas seulement qu'à se ranger du côté de l'oppresseur. La soumission consiste à commencer par accepter les demandes de ceux-là qui ont mis nos oppresseurs au pouvoir. En se disant, bon maintenant que je suis connu, si je veux parler ici, il faut que je change de langage. Si je veux faire ceci, il faut que je change ma façon de m'asseoir. Il faut que je tourne à gauche, il faut que je tourne à droite. Mais ça, c'est la prison. Si dans le parcours de combattant que vous engagez, vous arrivez à une étape où on exige de vous le changement de votre présentation, de votre prestance, le changement de votre discours, c'est que vous n'avez pas votre place là-bas. Prenez vos clics et vos claques et foutez le camp. Vous n'avez pas votre place là-bas. Je l'avais dit une fois et je le réitère. Moi, Farida Bembana Bourima, je ne milite pas pour me faire une place parmi les privilégiés. Je milite pour mettre fin aux privilèges. Alors le privilégié qui m'invite à manger avec lui, qu'il sache et comprenne déjà que quand moi j'arrive à cette table-là, c'est pour lui arracher le privilège. C'est pas pour le partager avec lui. C'est comme cela que nous devons voir le combat. De radicaliste on me traitera, mais radicaliste je suis et radicaliste je serai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Que le jour où j'arrête d'être une radicale, que le jour où j'arrête de faire passer mon envie de voir mon continent débarrassé des tentacules de la colonisation, que le jour où j'arrêterai de faire passer cet intérêt avant n'importe quel autre intérêt, je demande à mes ancêtres de me rapatrier dans le camp des morts. Je ne voudrais plus vivre parmi les vivants. Parce que ma vie ne servira donc plus à rien. Je préfère mourir, je le répète, que de servir les colons. Et les Africains qui travaillent pour ces institutions, si vous ne pouvez pas vous exprimer contre des politiques que vous savez vont à l'encontre des intérêts de vos nations, de vos peuples, vous faites quoi alors là-bas? On vous paye bien. Combien on vous paye? Est-ce que ce qu'on vous paye, aussi beau que ça puisse avoir l'air d'être, est-ce que ça vaut la dignité de vos peuples et votre propre dignité? Est-ce que ça vaut la vie de vos peuples?
Est-ce que ça vaut la liberté de vos nations? Est-ce que ça vaut la pérennité de la race africaine, la race noire? Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'alternative? Vous allez me dire que si vous n'êtes pas obligé de vous faire complice de ces systèmes qui oppriment nos peuples, vous mourriez de faim? Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors arrêtons de faire passer nos petits intérêts égoïstes avant l'objectif principal, avant nos nations. Parce que pour que nous puissions même avoir l'audace de poursuivre ces objectifs égoïstes, il y a eu des gens qui ont eu le courage et la témérité de résister à l'envie de ce que vous faites aujourd'hui. Ils ont résisté. Ils auraient pu se vendre comme vous. Ils ont résisté. Sylvanus Olimpi aurait pu être un Sédar Senghor. Il a résisté. Modibo Keïta aurait pu être Houphouët-Boigny. Il a résisté. Mais si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que d'autres personnes dites intellectuelles, les Senghor, les Houphouët-Boigny, eux, ils ont pris leur diplôme, ils l'ont donné à la France. Ils disent, France, prends, fais de nous ce que tu veux. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Voilà là où se trouvent nos pays aujourd'hui. Depuis 50 ans, des pays avec lesquels nous avons obtenu les indépendances ensemble, comme la Corée du Sud et autres. Regardez-les, regardez-nous.